Bonjour, bonsoir à tous. Merci pour cette superbe introduction. Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être venus là après cette chaude journée pour écouter la plénière sur la sobriété que nous allons vous présenter. Alors aujourd'hui, on reçoit 5 intervenants que je vais vous présenter rapidement et ensuite je vous expliquerai le fonctionnement et le programme de la séance. Parce que vous allez voir, on aura un système de questions-réponses auquel vous allez devoir participer, qui prendra place en fin de plénière. Alors concernant les intervenants, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Roger Folicou, qui est ici présent, qui est enseignant en philosophie politique à l'université de Lomé, qui travaille sur l'information, la formation des citoyens pour se saisir des enjeux sociaux et politiques dans son pays et de manière plus générale dans le monde. On aura ensuite Marine Arcaïna, qui est ici présente également, activiste climat auprès d'Alternativa Paris. Ensuite, on aura Florence Drouet, que vous voyez en bout de table ici, qui est ingénieure qui travaille au campus des transitions, qui nous présentera le campus des transitions. Enfin, en ligne, qu'on ne voit pas, mais qui est bel et bien présent, qui nous entend, Dasho Karma Oura, qui est le directeur du centre des études bhoutanaises, qui produit fréquemment, voilà, vous le voyez désormais, il peut vous saluer, je ne sais pas s'il nous entend. Bonjour Dasho. Qui produit régulièrement des rapports d'analyse en fait sur, peut-être connaissez-vous cela, le Bhoutan produit un indicateur de bonheur intérieur brut. Dasho y participe et produit tout un tas d'autres rapports d'expertise, participe également à de nombreuses conférences internationales. Et enfin, Fiona Ottaviani, ici présente, qui est économiste, enseignante-chercheuse à GEM, l'école de commerce de Grenoble, qui travaille sur le bien-être et sur les indicateurs de bien-être. Voilà, je vais résumer, j'ai fait court. Concernant le fonctionnement de notre séance d'aujourd'hui, on va avoir 2 temps principaux. Le premier temps va être celui de la définition des enjeux et du contexte qui entoure les questions de sobriété. Donc on va demander à nos 3 intervenants de répondre tour à tour à 2 questions qui vont être en fait qui doit agir pour la transition, pour la sobriété plus généralement, enfin plus précisément, et ensuite comment partager, comment trancher entre la sobriété choisie et la sobriété subie. Dans un second temps, ensuite, on s'interrogera sur le passage à l'action et les conditions de ce passage à l'action, avec les questions cruciales de la définition démocratique des besoins et des conditions d'implémentation des politiques de sobriété. Durant ces 2 temps, on va vous demander d'être très attentifs pour une raison qui est très simple, c'est qu'on va demander votre participation via des questions qui seront adressées à nos 3 intervenants via ces 2 cartons que Thibaut nous tend ici. Il y en a en bout de table, exactement. Vous vous servirez des cartons verts pour faire des propositions et des cartons rouges pour poser des questions. Tout au long de la séance, et non pas uniquement à la fin, vous aurez l'occasion de nous les faire passer. On les recueillera ici, on les assemblera, on regardera lesquels sont similaires, etc. Et on le posera à la fin à nos 3 intervenants. Est-ce que c'est clair ? Il n'y en a pas, on va vous en apporter. On demande de la collaboration, mais il y a un stock absolument suffisant pour que tout le monde puisse poser ses questions. Je rappelle le code couleur. Les cartons rouges, orange sont pour les questions. Les cartons verts sont pour les propositions qu'on aura l'occasion de discuter également. Donc tout de suite, je vais passer la parole à Fiona Ottaviani qui va nous introduire le sujet de la sobriété. Voilà, donc je vous remercie et bonne séance. Bonjour à tous et à toutes. Donc on va parler sobriété ce soir et j'ai la lourde charge d'introduire les 2 questions qu'a mentionné Vincent. Donc je vais essayer d'être à la fois claire et bref. Donc la sobriété, on le voit bien, c'est quand même la grande nouveauté de la période récente. Il y a eu vraiment une envolée de l'usage du terme, notamment avec le rapport du GIEC, donc du groupement intergouvernemental pour le climat, qui a porté en fait dans son rapport effectivement ce terme de sobriété. Alors, qu'est-ce que nous dit le GIEC par rapport à la sobriété ? Le GIEC nous dit que les politiques de sobriété en fait se composent de l'ensemble des mesures et des pratiques du quotidien
qui évite la demande d'énergie, la demande de matériaux, l'usage des sols et des eaux, et qui garantissent le bien-être de tous dans le respect des limites de la planète. Alors, si on part d'une telle définition, on peut dire que tout le monde est concerné par la sobriété. Pourquoi je dis ça ? Et notamment, vous voyez apparaître à l'écran en fait les deux donuts que sont ceux de la France et du Togo. Alors j'ai volontairement choisi ces deux pays parce qu'on a effectivement des représentants de ces deux pays autour de la table et puis qu'on n'avait pas le donuts pour le Bhoutan, tout simplement. Si on regarde effectivement ces donuts avec lesquels maintenant vous êtes très familiers, on se rend compte que tout le monde est concerné par la sobriété, mais pas de la même manière. Et pourquoi ? Tout d'abord, si on prend les pays occidentaux, si on prend le cas de la France, force est de constater que la France dépasse très largement les limites planétaires et fait usage d'une surexploitation des ressources, mais aussi, et ça apparaît moins sur le donuts, des personnes ici et ailleurs. Surexploitation qui n'est pas forcément associée avec le fait de répondre aussi correctement avec l'ensemble des besoins de sa population. Pourquoi tout le monde est concerné ? Si on prend ensuite le Togo, comme représentant, on va dire, des pays du Sud, j'ai raté, on voit bien que son empreinte carbone, ici, est diablement meilleure. Mais on voit bien toute la difficulté qu'il peut avoir pour des pays du Sud à concevoir une trajectoire de transition qui soit soutenable socialement, environnementalement, dans un contexte effectivement de crise écologique majeure. Donc on voit bien qu'ici, ces pays semblent déjà plus connaître ce qu'on pourrait appeler une sobriété subie qu'une sobriété qu'on pourrait qualifier de choisie. Alors, pourquoi on en parle maintenant ? Notamment, on se rend compte qu'il y a quand même vraiment une envolée du terme de sobriété, et notamment dans les travaux qu'on a conduits dans la chaire Territoire en transition, on a montré qu'en fait, l'usage du terme, il est vraiment en train d'exploser au travers, ici, en fait, c'est une analyse de la couverture presse, du Monde, de grands journaux, en fait, français, et donc on voit bien que c'est un terme qui, aujourd'hui, en fait, est très important dans le débat sur la transition socio-écologique en France. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en fait, au-delà de 2 degrés, l'adaptation, elle va être très difficile, c'est un euphémisme, elle va être pour certains en fait impossible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut accélérer en fait la transition, il faut accélérer ces ruptures de trajectoire, et dans ce cadre-là, la sobriété, ça apparaît comme un concept qui peut être peut-être plus engageant que le concept qu'on utilisait jusqu'à présent de développement durable. Pour autant, on voit bien que la sobriété soulève quand même tout un ensemble de tensions, de débats, et que les définitions sont multiples. Il y a celle du GIEC, mais on en a aussi plein d'autres définitions. Donc on peut se dire, finalement, qu'est-ce qu'on met derrière véritablement ce terme de sobriété ? De quoi la sobriété est-elle le nom ? Merci beaucoup, Thibaut. Alors, on a conduit, là je vais parler dans le cas de la France du coup, et puis ensuite vous voyez, on va élargir au Bhoutan, au Togo, etc. Quand on regarde finalement l'usage du terme qu'il y a aujourd'hui en France, on se rend compte qu'il y a 2 composantes qui ressortent de la sobriété. Une première composante qui est basée sur l'efficacité, sur l'optimisation. Il s'agit en fait de faire autant ou plus avec moins, tout simplement. Et puis, on a une deuxième composante qui est sur la réduction de la demande. Alors là, demande au sens bien macroéconomique du terme et pas simplement individuel, qui va amener à redéfinir ce que sont les besoins, les modes de vie, les modes de production, etc. Si on prend en fait les 4 scénarios prospectifs de l'ADEME, alors c'est ce que vous voyez apparaître à l'écran. L'ADEME, c'est l'Agence nationale pour l'environnement en France. Donc, ils ont produit des scénarios qui nous amèneraient à la neutralité carbone en 2050. On se rend compte qu'en fait, les scénarios vont jouer sur chacune des composantes. Donc, les 2 premiers scénarios, le scénario génération frugale et coopération territoriale, va essentiellement miser finalement sur la réduction de la demande,
quand les deux autres scénarios, qui sont des scénarios un peu plus technophiles, le scénario technologie verte et Paris réparateur, va miser sur la composante efficacité, optimisation et donc sur la découverte de certaines technologies que l'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Alors, quel scénario, si on interroge les gens, quel scénario paraît aujourd'hui probable et quel scénario paraît désirable? Donc, on a des données là-dessus, notamment on mène un travail au sein de la chaire Territoire en transition pour recueillir des données sur le territoire grenoblois, sur les pratiques environnementales et la représentation qu'ont les personnes effectivement de ces enjeux de soutenabilité. Et quand on interroge les gens sur ce qui serait le scénario probable, je les rate à chaque fois. C'est très frustrant. Ils vont nous dire le scénario le plus probable, c'est plutôt finalement le scénario 3, quand le scénario désiré serait finalement plutôt ici le scénario 2. À l'échelle nationale, on se rend compte qu'aussi on a effectivement un scénario 1 et 2, c'est-à-dire les scénarios qui seraient plutôt sur réviser nos besoins, nos modes de vie, nos modes de production qui sont les plus désirés, quand effectivement ce qui paraît le plus probable, c'est les deux scénarios qui sont les plus technophiles. Pourtant, tous ces scénarios, en fait, ils impliquent des changements collectifs. Il n'y en a pas un qui n'implique pas le fait de penser ces changements collectivement. Et on a fait l'exercice aussi de demander aux gens de dire qu'est-ce que vous mettrez derrière le terme de sobriété. Alors ici, vous voyez apparaître les résultats du coup pour la métropole de Grenoble, qui est là où on se situe pour le forum. Et on voit bien que quand on demande aux gens c'est quoi finalement les mots que vous associez à sobriété, généralement c'est plutôt la consommation et du coup c'est plutôt un langage individuel qui ressort. Or, pour avoir sans doute écouté des membres du GIEC, vous savez qu'aujourd'hui, les membres du GIEC dénoncent le fait que les multinationales ont promu un discours qui était plutôt centré sur l'individu que sur les infrastructures et qu'on a des personnes en fait, qui sont en quelque sorte coincées dans des infrastructures. Le GIEC, l'ADEME, donc les institutions qui œuvrent d'un point de vue environnemental, nous disent le changement ne pourra passer que par des nouvelles formes de régulation collective, que par effectivement des coordinations à l'échelle des territoires, à l'échelle nationale et internationale. Mais on voit bien par ailleurs que ces réponses en termes de régulation, de coordination, et puis les réponses en termes géopolitiques aussi, elles ne sont pas aujourd'hui à la hauteur des enjeux. Donc on en arrive à la première question de notre table ronde. Qui doit agir finalement face à ça? Et pour en arriver à la deuxième question, aujourd'hui, on voit qu'il y a un conflit exacerbé en Ukraine qui a amené, alors ce n'est pas le premier conflit, on en a plein sur la décennie, il suffit de compter le nombre de morts qui sont liés effectivement aux méfaits du système économique dans lequel on se trouve, mais là on voit bien qu'on a une crise alimentaire mondiale qui s'aggrave très lourdement avec 11 à 19 millions de personnes qui vont être effectivement touchées par des situations de pénurie alimentaire. On a plus à l'échelle locale en Europe, Engie, Total, donc des grandes firmes multinationales qui nous appellent finalement à baisser notre consommation d'énergie. Et ces deux phénomènes déjà me font dire qu'on est quand même peut-être plus déjà sur de la sobriété subie que sur de la sobriété choisie. Donc comment éviter de subir cette sobriété et faut-il choisir la sobriété et si oui, comment ? Merci Fiona pour cette brillante présentation. Sans plus attendre, on va du coup demander à Roger de répondre à cette première question. Qui doit agir ? Bonjour. Ça, c'est la présentation, mais je pense qu'on doit aller à la question qui doit agir. Ça doit être le deuxième. Voilà. À la question qui doit agir pour la sobriété. Comme elle a déjà dit, quand on prend les rapports du GIEC, quand on prend les rapports de la COP, quand on tient compte des problèmes de dévastation, de l'élévation des océans, quand on tient compte des
de la production des gaz à effet de serre, à la question qui doit agir, je dis sans embâche que c'est les pays développés et les pays moins développés. Pourquoi? Parce qu'on fait aujourd'hui l'expérience de la technoscience qui n'a pas que des effets positifs, il y a des effets négatifs. Deuxième chose, on se rend compte qu'il y a un type de développement qui a causé ce que j'appelle une dette écologique. Quand on tient compte de l'état actuel de la planète, on ne peut plus continuer ainsi. Il faut donc limiter les dégâts. Il y a donc une prise de conscience, que ce soit dans les pays développés et dans les pays moins développés, pour ne pas continuer avec les choix qui créent des dégâts. Dans ce cas, il faut empêcher la reproduction d'un type de développement. De façon brève, à la question qui doit agir, nous sommes tous concernés. Donc, la sobriété nous concerne tous, vu l'urgence dans laquelle nous sommes actuellement. On reviendra après sur est-ce que la question est bien formulée en termes de sobriété choisie ou subie. Je reviendrai après. Je vous en prie, Marine. Bonsoir à toutes et tous. Donc, pour moi, pour la question qui doit agir pour la sobriété, pour moi, il y a 3 parties, il y a 3 groupes d'individus. Il y a le gouvernement, l'État, les acteurs privés, les entreprises, et les citoyens, les citoyennes. Et donc, on a beaucoup parlé des rapports du GIEC. Il y a un rapport qui a pas mal marqué, je sais, ma promo. C'est le rapport Faire sa part, qui est paru en 2019, qui a été rédigé par Carbone 4 et qui explique qu'en fait, les citoyens et citoyennes peuvent avoir un impact sur leur bilan carbone à hauteur de 45% maximum. Et ces 45%, on peut les atteindre si on est, comme l'a dit Fiona, dans un bon système socio-technique. Si, par exemple, on a un bon environnement, on a accès à de la mobilité douce à portée de main, on a accès à des épiceries en vrac. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde d'atteindre ces 45%. Et qui plus est, pour atteindre ces 45%, il faut être aussi consciente des enjeux. Et c'est aussi un autre enjeu qui est aussi la sensibilisation auprès des citoyens, des citoyennes, pour déjà avoir un impact sur son bilan carbone. Pour donner un chiffre, par exemple, arrêter d'avoir une alimentation carnée, passer à un régime non carné, c'est 10% qu'on a d'impact sur notre bilan carbone. Donc c'est quand même 10% qui sont non négligeables pour réduire significativement notre bilan carbone. Mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment que l'État entre en jeu et puisse remodéliser en fait notre société avec les citoyens et citoyennes. Par exemple, le sondage qui est paru, c'est quand même assez inquiétant car on voit que les personnes finalement demandent plus de sobriété, le scénario 2 de l'ADEME, alors que finalement on sent un peu d'une manière pessimiste qu'on se tend vers le pari réparateur, donc on mise tous sur le technosolutionniste. Donc c'est aussi questionner la place de la démocratie dans cette sobriété-là. Et idem, quand on parle par exemple de Total, d'EDF, d'Engie, qui demandent en fait aux citoyens et citoyennes de réduire leur consommation, je sais que dans les cercles militants climat, ça a fait pas mal sourire parce que leur activité à eux aussi sont néfastes, c'est beaucoup de bilan carbone et finalement ils vont pas non plus se remettre en question et se dire il faut qu'on soit sobre dans notre production, faut qu'on repense à certaines exploitations qu'on veut lancer. Donc pour moi, c'est ces 3 composantes-là qui doivent mutuellement être complémentaires et ne pas juste faire reposer l'enjeu de la sobriété sur les épaules des citoyens, des citoyennes qui sont contraintes par leur système, par le système socio-technique. Merci Marine. On va maintenant écouter la réponse de d'Ashokar Maoura qui est en ligne. Je vous invite à mettre vos petits casques pour les francophones et écouter donc Monsieur Ashokar Maoura répondre à cette première question.
Oh, can you hear me? Yes. Thank you very much. Warm congratulations to Cillian and the team for putting up this wonderful conference on a very important and momentous topic. I also thank all my colleagues, panelists for the participation. Now, question of who you raised, but before that, why? Why we have to act is, as you know, because although our welfare and well-being is high at this moment, because of our actions, people are going to die in the future. Not only people, but other sentient beings are going to die in the future. And IPCC's estimate is about 7 million per year in the future if we overshoot the temperature that you just mentioned. So that is the reason why we need to act. Now, who should act? Before that, I think who is not so important, but on what basis? And so we have to really turn to three things. One is science, all of us, and the second is morality of fairness. What is the moral reason why we should act? Killing is bad, and killing so many people and unknown number of sentient beings is certainly very bad. And the last one is compassion, and why the responsibility for compassion lies with us, because we are more powerful at this stage in time, and we change the course of history. So we have to be compassionate. Now, what is going wrong? I think there are two reasons. One is that although the science and morality is clear, governments are getting captured by interest groups and lobbyists. And the ideology of nationalism or my country first is really leading us not to consensual actions. So aware of these problems, what are the good signs we see? One is the intergovernmental organizations are getting a little more active than ever before. But a great deal of hope is to be pinned also on the activism of NGOs and social movements. And last who part is the media and education and public intellectuals have a great role to play in firming up this who question. Thank you very much. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Oura, pour cette réponse. On va tout de suite passer à la deuxième question, car inutile de préciser que le rythme de cette session est très cadencé. Donc, je me tourne vers Roger et lui pose cette seconde question. Comment trancher entre sobriété choisie, sobriété subie? Vous avez la parole. Merci. Désolé, ce sont des Oui, mais... petites BD qui s'affichent aléatoirement. Voilà. Il y a accord sur il faut agir. Mais est-ce que nous posons bien le problème avec les termes sobriété choisie et sobriété subie? Pour moi, la sobriété choisie s'est développée dans les pays développés où vous avez fait l'expérience d'une production, même d'une surproduction. Mais qu'en est-il des pays moins développés comme l'Afrique? Est-ce que la sobriété n'apparaît pas comme une injonction rationnelle dans les pays, sur un continent où les besoins de développement sont énormes? Tous les secteurs sont prioritaires. Venez nous dire il faut être sobre, ça paraît problématique. Or, le continent a fait l'expérience d'un Occident qui est venu et qui nous a fascinés par sa puissance de développement, par la puissance technologique, avec un modèle de développement.
va-t-on interdire donc à l'Afrique de se développer avec les besoins qui sont si énormes? Je me rappelle, il y a un livre de Cheikh Amirou Khan qui s'appelle « L'aventure ambiguë ». Dans cet ouvrage, l'auteur dit « Les Blancs sont venus chez nous, ils nous ont vaincus sans avoir raison. Nous allons donc envoyer nos enfants à l'école des Blancs pour apprendre comment vaincre sans avoir raison. » Et c'est au moment où nous voulons aussi vaincre et renverser le processus d'humiliation qu'on vient nous parler de sobriété. Il y a problème. Est-ce que la sobriété serait une autre forme de ruse de l'histoire dans le rapport de l'Occident avec l'Afrique? Je me rappelle encore d'une citation de l'ancien président Jomo Kenyatta qui dit « Les missionnaires, quand ils sont venus chez nous, ils nous ont dit de fermer les yeux. On a fermé les yeux. Nous avons les terres et ils avaient la Bible. Mais quand on a ouvert les yeux, on s'est rendu compte que nous avons la Bible et ils ont pris nos terres. » Et donc, si nous sommes d'accord qu'il faut agir pour la sobriété, il faut chercher à savoir quelles sont les résonances de ce terme dans notre pays. Ça m'amène dans un troisième temps à venir vous dire, est-ce que la sobriété telle qu'elle est proposée n'est pas victime elle-même d'un paradigme, le paradigme de la modernité? Est-ce que la question à la sobriété ne doit-elle pas nous pousser à déconstruire un paradigme afin de trouver un autre paradigme qui donnerait une réponse juste à la sobriété? Voilà même pourquoi j'ai proposé comme thème la coïtance comme un autre rapport pour consommer moins et consommer mieux. Je reviendrai sur ça dans la troisième partie en déconstruisant un paradigme pour proposer un autre paradigme et je vous dirai en quoi ça peut être une solution à la sobriété. Merci. Alors sur la sobriété choisie ou subie, du coup déjà actuellement en France, il y a un rapport qui est paru qui explique que quand même il y a 10,5% des ménages qui connaissent une très forte précarité énergétique. Donc ces personnes-là vivent d'ores et déjà une sobriété subie due aux inégalités du système. Et donc en fait, je pense que le but de la transition écologique, c'est vraiment transitionner, c'est changer de paradigme, c'est changer notre rapport, que ce soit à la biodiversité, au vivant, mais également notre système global. Et donc, la transition pour les organisations jeunes, pour nombre d'organisations de mouvements, c'est la justice à la fois climatique et sociale. Donc ça veut dire la transition, c'est une réduction des inégalités, voire une disparition, même on tend vers la disparition des inégalités. Mais actuellement, donc, on a à la fois des 7 millions de personnes en France qui ont une précarité énergétique, qui vivent la précarité énergétique, et également on a des événements météorologiques extrêmes comme les sécheresses, où là, les personnes qui sont sur ces territoires-là vivent également une sobriété subie due à des événements météorologiques. Et ça, en fait, le but, je pense, de la sobriété choisie, c'est vraiment l'anticipation, c'est la réponse aux événements météorologiques qui seront de plus en plus fréquents, de plus en plus extrêmes, dus au dérèglement climatique. Et la sobriété peut s'inscrire vraiment comme la réponse, comme une réponse qui est co-construite avec l'ensemble des citoyens, des citoyennes, et qui permet d'anticiper, en fait, que ce soit des crises géopolitiques qui sont d'ores et déjà là et d'autres crises qui seront à venir pour la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique. Et c'est
c'est une solution qui ne demande pas une innovation technologique, c'est une innovation sociale, c'est une prise en main sociale, et ça devient urgent en fait de bifurquer vers cette sobriété choisie. Et on a presque, il nous reste 3 ans pour être un de ça, des 1,5. Et je pense que c'est maintenant à mettre ça en place pour éviter en fait cette sobriété subie. Merci Marine. Et tout de suite, on écoute Monsieur Oura qui va également répondre à cette question en n'oubliant pas de mettre son petit casque. Can you hear me? Yes, we do. Oh, thank you very much. Thank you for all those very inspiring comments from my colleagues on the panel. For me, whether it is chosen or whether it is forced or imposed is false. There is no duality. Both the duality of forced and chosen has to be resolved on the ground of justice and morality, of fairness and compassion, as I mentioned. Now, obviously, the structure of government we have around the world means that for certain things that has to be done through a fiscal measure of government, government has to impose them or force them on the ground of justice and morality between generations and within generations. For example, firstly, our current lifetime emission of carbon is calculated to be 1,200 tons, and that is surely unsustainable. So we have to impose carbon taxes very quickly all over the world. Second, government has to also tax fossil fuel industries who have been denying the climate change. And lastly, government has to quickly tax all kind of free riders who emit carbon without having to pay, because they impose, as I mentioned earlier, enormous suffering or unhappiness on the lower sectors of the society and on future population, not to mention anything about sentient beings who are larger in number than human beings in this world, on this planet. So that is what the government has to do. But I do not say that that is the only choice or that is the only imposition. But we ourselves as individuals, as other panelists have mentioned, has to opt increasingly for enlightened environmental life. And that means, as another panelist has just mentioned, giving up things which are reliant on heavy carbon, such as travel, meat, unnecessary housing, unnecessary transport, and unnecessary clothes. So sufficiency, which does not sacrifice well-being, has to be chosen, and we will come to that in the third section. But overall, what we need to do as a present generation is not to leave more technical and mechanical and financial legacies. No, we have to leave more of environmental legacy. We have to leave them more environmental capital, which renews itself, which diversifies itself, which enriches itself endlessly. Thank you. Alors, merci beaucoup à notre intervenante et à nos deux intervenants pour ces réponses qui sont d'une richesse et qui ouvrent énormément de pistes. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, ça suscite un certain nombre de questions. Voilà, j'allais vous inviter à partir de maintenant à nous solliciter pour qu'on vienne chercher vos questions et vos propositions, qu'on lira dans une deuxième partie, mais voilà, le tour de collecte va commencer à partir de maintenant.
On voit bien que sur cette dernière question, sobriété choisie versus sobriété subie, en fait, on peut discuter de la pertinence de l'opposition, mais en tout cas, c'est clairement heuristique, c'est tellement clairement riche pour penser en fait les enjeux sous-jacents. Et donc là, on va de suite passer à la deuxième partie qui va porter sur comment est-ce qu'on met en œuvre une sobriété tout en tenant compte de tout ce qui a été dit précédemment sur en fait l'attention qu'on doit porter à ce dont on traite quand on fait de la sobriété. Pour cela, on va écouter Florence Drouet, qui est en bout de table et qui va nous parler du campus des transitions pour nous donner un exemple de mise en œuvre de sobriété. Merci monsieur. Je vais passer chercher les autres, ne vous inquiétez pas. Oui, voilà. Florence, on vous écoute et puis ensuite on écoutera nos intervenants que je remercie à nouveau. Vous m'entendez? Ouais. Donc, moi, je suis... Je crois qu'on ne vous entend pas. Peut-être vite un micro de secours. Tac. Là, vous m'entendez? Oui, super. Donc, moi, je fais partie du campus de la transition. Le campus de la transition, c'est une association qui est assez récente, qui a 4 ans, qui est installée en Seine-et-Marne. Et en fait, qui s'est installée dans un lieu qui a été une école pendant très longtemps, pendant 70 ans, et qui a été abandonné. C'est un domaine du XVIIIe siècle, donc qui comprend un château du XVIIIe siècle et tout un tas de dépendances. Et donc, ce bâtiment a été mis à disposition de l'association du campus en disant on veut que ce lieu reste dédié à l'éducation et au social. L'association du campus de la transition, elle vise à... C'est à la fois un lieu de vie, on est une trentaine à habiter sur place. C'est un lieu de recherche qui vise à rechercher c'est quoi cette transition, comment est-ce qu'on la met en œuvre, et qui vise à faire des formations. Donc on reçoit des étudiants, des professionnels, des profs, et qui vise à notamment impulser cette transition dans le milieu du supérieur. Et donc depuis le tout début du campus, l'idée c'est d'essayer de mettre en œuvre cette transition. Et donc moi j'ai travaillé pendant 2 ans. C'est un projet qui a été financé par l'ADEME qui visait à expérimenter de manière très concrète la mise en place d'une démarche low-tech sur place. Pour poser un petit peu le contexte, donc, on habite tous dans un château du XVIIIe siècle qui est une véritable passoire thermique, qui est très peu isolée. Et quand on s'est installé dans ce lieu-là, on s'est dit on veut le rénover, mais des grosses rénovations comme ça prend beaucoup de temps. On s'est dit on veut prendre le temps d'imaginer un système le plus cohérent possible, et en attendant, il va falloir trouver des moyens d'habiter dedans. Et donc pour ça, on s'est réunis avec un petit groupe et on s'est dit comment est-ce qu'on passe à l'action, comment est-ce qu'on met en œuvre la vie dans ce lieu, comment est-ce qu'on met en œuvre une sobriété réelle sur place. Alors on a appelé cette opération Opération Sibérie, en lien avec les températures assez froides qu'ils peuvent y faire. Et l'idée c'était de s'organiser ensemble pour voir comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un lieu tel que celui-ci. Donc il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place. On a réfléchi à comment est-ce qu'on fait pour chauffer les personnes plutôt que chauffer les espaces. On a réfléchi comment est-ce qu'on fait pour isoler les espaces qu'on va chauffer. On a réfléchi à comment est-ce qu'on fait pour communiquer sur les solutions qu'on met en œuvre, ainsi de suite. Donc ça, c'était comment est-ce qu'on lance ce genre d'opération, le passage à l'action. Après, en fait, on s'est rendu compte que dans ce genre d'opération, en fait, il faut vraiment prendre en compte les besoins. Et là, ça fait référence aux intervenants de tout à l'heure où, en fait, les besoins ne seront pas du tout équivalents. En fait, en fonction des gens, il y a des gens qui vont se sentir très bien quand il fait 12 degrés. Il y a des gens qui vont se sentir pas bien du tout à 12 degrés et qui auront besoin d'avoir 18 degrés, par exemple. Donc, il faut vraiment prendre en compte les besoins des personnes. Ça, c'est fondamental. C'est notre expérience qui nous a montré ça. Et il faut aussi prendre en compte ces besoins en fonction des différents usages. En fonction de si on est en train de travailler sur un ordinateur, on aura besoin d'un espace vraiment chauffé. Si on est en mouvement, si on est en train de cuisiner, si on est en train de faire du ménage, si on est en train de s'activer, on aura peut-être besoin de températures beaucoup plus basses. Et le point qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, ça a super bien marché. On a mis en place cette opération pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a diminué nos consommations de chauffage de 25% par personne et qu'on avait un confort qui était largement amélioré de par tous les habitants qui étaient présents sur place. Parce qu'ils nous disaient, de par cette opération, en fait, j'ai l'impression d'être acteur du changement. J'ai l'impression de choisir en fait, cette sobriété et de beaucoup moins la subir. J'ai l'impression
cette notion d'être moteur dans ces choix-là est hyper important. Et donc, ce qu'on a essayé de mettre en œuvre en fait, à travers toutes ces petites opérations, c'est comment est-ce qu'on recrée de la convivialité, comment est-ce qu'on recrée des moments de partage, comment est-ce qu'on met en œuvre tout un tas de petites choses du quotidien qui vont faire que on va beaucoup plus apprécier, par exemple, ces moments où on va partager des moments conviviaux dans des espaces qui peuvent être chauffés. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est la question de la mesure et la question des normes. On a beaucoup parlé des indicateurs, et moi, une question que je me suis posée en mettant en œuvre ce type d'opération, c'est en fait comment est-ce qu'on mesure la sobriété ? Comment est-ce qu'on mesure les efforts qui sont faits par rapport à des types de sobriété ? Est-ce qu'on peut mesurer, par exemple, la température du logement ? Est-ce qu'on peut mesurer des diminutions d'énergie consommée ou autre ? Enfin, c'est une question qui, je pense, est importante si on veut que cette sobriété, elle perdure dans le temps. Et enfin, la question des normes. Donc nous, on est dans un ancien château. Il y a toute une question de patrimoine. Comment est-ce qu'on fait pour rénover ce type de bâtiment-là ? Il y a des questions qui sont liées à l'accueil du public. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre des systèmes de rénovation énergétique dans ce type de bâtiment ? Et le dernier mot que je voudrais dire, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'à l'avenir, en fait, on aimerait imaginer un système énergétique qui fasse en sorte qu'on limite énormément les effets rebonds. Donc, pour l'avenir, on a choisi d'installer un système de chauffage à bois bûche qui fera que ce système sera alimenté manuellement, à la fois par tous les habitants du lieu et par les personnes qu'on accueille. Donc, on va impliquer les étudiants dans l'alimentation de ce système, et les étudiants visualiseront la quantité de bois qui sera nécessaire pour chauffer le bâtiment et seront moteurs dans le chauffage du bâtiment. Voilà, donc l'idée, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour structurellement, en fait, dans les infrastructures qui sont sur place, comment est-ce qu'on fait pour limiter les effets rebonds, comment est-ce qu'on fait pour faire perdurer ces économies d'énergie dans la durée. Merci Florence pour cet exposé qui est, je trouve, très inspirant. Tout de suite, on va donner la parole à notre intervenante et à nos intervenants pour répondre à cette question que je disais cruciale, c'est du coup comment définir les besoins et ensuite comment passer à l'action. On a un exemple ici qui est situé, qui fait preuve d'innovation, de créativité, mais aussi de réflexion. On va se demander comment ça se passe dans d'autres cadres, à d'autres échelles, avec d'autres enjeux. Donc à nouveau, je donne la parole à Roger, que nous allons écouter pendant 5 minutes. Merci. Pour mieux cerner le problème de la sobriété, j'aimerais nous demander de retourner un peu en arrière au début de la modernité et de nous demander quelle est la représentation qui sous-tend le monde moderne. La modernité a posé l'homme comme sujet. Et en dehors de lui, tout devient objet. Et donc, l'objet est soumis à la domination et à la puissance du sujet. Il y a donc l'établissement d'une relation de domination sur l'objet par le sujet. On dirait même que le monde est devenu un objet à exploiter. Le monde est devenu le lieu de manifestation de la puissance du sujet. Et ça a fait de l'Occident le continent symbolique de la puissance économique, de la puissance politique, de la puissance scientifique, de la puissance technologique. Et cet Occident ne manque plus de les biens premiers. Il y a une surproduction et l'Occident a montré comment il a dominé. Oui, à cet Occident qui a atteint une limite, on peut proposer la sobriété choisie. C'est normal, car il peut choisir grâce à un statut qui lui assure déjà une certaine supériorité.
il est toujours l'expression de cette puissance-là. Donc vous voyez bien que quand on parle de sobriété choisie ou bien sobriété subie, on risque de faire de la sobriété un slogan. Et ça risque de ne pas marcher, surtout chez nous. Pourquoi? Parce que ce mot-là même si on ne le conteste pas, le mot est porteur de l'idéologie de la domination. Au plan psychologique, consommer moins quand on a beaucoup, c'est différent de consommer moins quand on n'a pas encore l'essentiel et que l'on cherche comment sortir du manque. Donc, à mon sens, le paradigme de la modernité, c'est un paradigme de domination qui a montré son échec. Alors, pour entrer dans la problématique de la sobriété, je nous propose de changer de paradigme. Et je vous propose, si vous le voulez, ce que j'appelle le paradigme de la coïtance. C'est quoi la coïtance? C'est la prise de conscience que nous sommes des coexistants. L'homme n'est pas le seul existant. Il n'est pas le seul étant. Il y a d'abord les humains, mais il y a aussi d'autres états, d'autres êtres qui composent le monde. Et donc, je développe, en me basant sur un philosophe Heidegger, je développe l'idée de la coïtance, qui fait de nous des singularités plurielles, à la fois au plan individuel, au plan national, au plan continental. Ce sont des singularités à reconnaître. La prise de conscience que nous n'existons pas seuls. Si on n'existe pas seul et qu'on ait une singularité reconnue, une première prise en compte, c'est l'altérité. L'autre existe, l'autre dans une grande dimension jusqu'à l'autre continent. Hein. Je prends l'altérité au sens philosophique du terme. Dans ce sens-là, on peut penser à une fraternité ouverte, une fraternité sans frontières. De l'autre côté, on peut encore penser qu'on a un rapport avec l'univers dans la paradigme de la coïtance. L'univers est un état, ce n'est plus un objet soumis à notre domination. L'univers est aussi un coétant et il est dans un système. On ne peut pas l'exploiter comme on veut. L'univers n'est pas le lieu de notre puissance. Ensuite, vous voyez bien que avec la coïtance, on peut aussi se sentir coexistant avec des générations qui nous ont précédés, parce que nous sommes sur une ligne, et avec des générations à venir. Et donc, il y a une responsabilité partagée avec ceux qui nous ont précédés et avec ceux qui vont venir, qui nous oblige à ne pas exploiter le monde comme nous voulons, parce que nous avons conscience que l'existence est une coexistence. Et donc, si on ne change pas le paradigme, qui est une vision, on va réduire la sobriété à une affaire économique, alors qu'elle est d'abord une affaire de vision, j'allais même dire anthropologique, ou bien une vision, une saisie de l'existence que nous sommes. Dans ce sens-là, vous voyez bien qu'il faut la justice et la solidarité qui permettent de relier tous les pôles. On peut saisir alors l'autre, le diapo suivant. On peut saisir l'autre comme l'être humain, mais l'autre est aussi les autres existants, puisque ce sont aussi des états comme le sujet humain. Dans ce sens, l'homme n'est pas l'être qui domine, mais il devient le gardien de la totalité des existants. La coïtance transforme alors l'homme, le gardien de la totalité de l'existence, et le gardien est celui qui a la garde d'eux. Et donc, il a une responsabilité de ne pas croire que le monde s'arrête à lui et de penser aux générations à venir. C'est dans ce sens, selon moi,
que la cohérence devient alors le paradigme de la sobriété heureuse, d'une sobriété acceptée par tous, qui prend en compte la dimension de l'humain et de l'existant qui se déploie en plusieurs endroits. La cohérence nous aide même à changer les relations, notamment les relations géopolitiques, parce que nous prenons conscience que nous existons avec d'autres qui sont sur d'autres continents. Je peux dire, sans trop monopoliser la parole, que dans ce paradigme, la cohérence repose sur ce que j'appelle 6 principes. Le premier principe, la fraternité, une fraternité ouverte. Deuxième principe, la dignité de chaque être humain. L'humain qui se réalise partout est le même. Troisième principe, la justice. On ne peut tenir ensemble dans la cohérence que par la justice. La justice devient alors le premier pilier qui nous maintient dans la cohérence. Ensuite, la justice ne peut être vraie que dans le quatrième principe qui est la reconnaissance de chacun. La reconnaissance. Nous avons tous la même dignité, quel que soit le lieu où nous sommes. Ensuite, la reconnaissance nous pousse au cinquième principe, l'égalité. L'égalité juridique. Et enfin, la cohérence nous oblige à défendre et à promouvoir l'environnement. C'est ce que j'ai appelé le FDJREE. Fraternité, dignité, justice, reconnaissance, égalité, sauvegarde de l'environnement. Si on prend ainsi la cohérence, la sobriété ne peut être ni choisie ni imposée parce que nous avons tous la responsabilité de sauvegarder l'existant dont nous faisons partie. Et je finis par là. Est-ce que Grenoble n'est pas une belle expérience de la cohérence? Je vous remercie. Merci Roger pour cette réponse. Merci beaucoup. Marine, je vous invite à prendre la parole également. Moi, je vais partir d'un cas concret qu'on a vu il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans et demi. C'est la Convention citoyenne pour le climat. Et je pense que c'est un bon exemple également de démocratie, de personnes qui proviennent de toutes les catégories socio-professionnelles, de tout âge, de tous les coins de la France et des territoires d'outre-mer, et qui vont ensemble rédiger des propositions, qui vont ensemble s'informer pour la transition écologique. Et c'est un très bon exemple puisque ces personnes n'avaient pas le même degré de connaissance les unes et les autres, et qu'ensemble elles ont appris à se rencontrer, à se connaître, et elles ont pu avoir accès à l'information. Et ensuite, elles ont pu rédiger des propositions comme, par exemple, interdire les vols intérieurs quand il y a une alternative en train de 4 heures, comme encore développer des filières de réparation pour limiter l'obsolescence, ou encore régulation de la publicité. Et ça montre que c'est possible. C'était 150 citoyens, citoyennes, et c'est totalement possible d'une manière démocratique de mettre en place en fait, des solutions de sobriété. Il faut juste à la fois informer, sensibiliser les personnes, leur donner toute la légitimité et croire en fait en ces personnes et en leur pouvoir décisionnaire. Et c'est ça qui est important, je pense, dans comment est-ce qu'on met en place une sobriété à l'échelle d'une société. Et idem pour les scénarios de l'ADEME qui sont du coup sortis il y a quelques mois. Les 2 premiers sont très intéressants. Donc la génération frugale,
c'est plutôt une sobriété qui vient d'en haut, qui est imposée par, par du rationnement, par des quotas. Alors que le deuxième scénario, qui est bien plus, on va dire, du coup, au vu du sondage, apprécié et voulu par les citoyens et citoyennes de la métropole, c'est vraiment, c'est plus lent, mais c'est la mise en place en commun de nos besoins, de réfléchir à comment est-ce qu'on diminue chacune ses besoins pour s'orienter vers la sobriété, du coup vers la réduction de notre bilan carbone. Donc c'est vraiment... c'est repenser, c'est innover en termes de gouvernance, c'est aussi faire confiance aux personnes, les sensibiliser, les former. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations étudiantes jeunes qui sensibilisent au quotidien les étudiants, les étudiantes au sein de leur établissement d'enseignement supérieur, et c'est vraiment un travail de fond qui mérite, qui sont déjà dans certains établissements accompagnés et qui doivent être poursuivis. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment le consensus social ne peut être atteint que si on réintroduit, on redonne un nouveau élan à la démocratie citoyenne, à la démocratie participative, et qu'on fasse confiance au pouvoir décisionnaire de chacune. Merci beaucoup Marine, et je passe l'ultime réponse à Monsieur Oura. Et je rappelle toujours le casque pour les Can you hear me? Can you hear me? Yes, we do. Thank you. Thank you very much. Very much enjoyed the dialogue by the colleagues in the panel very much. I would like to say, in answer to the question, who should define sufficiency? Who should define? Again, it is very natural that one should rely on both moral analysis and on science. These two are the main basis for definition of sufficiency. Now, how it is done in Bhutan, that is, you ask how it is implemented. And first of all, we have to define the notion or the concept of what is sufficiency and in relation to what. It is not only neutral, it is not equilibrium between demand and supply, but there must be a content of the sufficiency. And the content will finally be human happiness or well-being of all sentient beings. That will be the concept. Now, the concept so far has been rather dominated, as you all know, by progress in terms of economy, or as traced by GDP, and that has proven to be rather limited in guiding societies. So we need to gradually develop alternatives to it, or complementary indicators to that. So first of all, the concept. In the concept of the GNH, we have broadened it to multidimensional domains, mainly 9, and only one of them relate very squarely to economics or GDP. The others are environmental resilience, cultural resilience, good governance and freedom, education, health, but other 3 additional ones will be a bit surprising for you. One is dimension of time use over 24 hours on its own as a criteria of well-being. We have to live always within 24 hours. If we do so, future will take care of itself. Other one is psychological well-being. That is the inner side, the skills, toolbox, knowledges, perceptions that shape really our attitude towards the external conditions. So external and internal conditions come together to optimize well-being and happiness. But if you neglect internal part, you will not do too well. So that is about psychological well-being. But last one is, as somebody just mentioned in the panel, conviviality, that is community relationship. One is not just an individual, one is a member of family, and a family is a member of the neighborhood. So this must stick
in order to generate well-being. So the relationship, which is not non-marketized, non-transactional, there must be something going on between the members of a neighborhood and a community. So we have broadened it to 9 concepts for the purpose, which is next, that is measurement. Now, for measurement, again, we do it every 5 years because it is a large-scale national survey, and our socio-economic plan for the country are also formulated once in every 5 years. So the results of the survey, nationally representative survey, is fed into the 5-year plan. What are exactly the benchmarks? The benchmarks we develop by crunching the survey numbers are 33 indicators of GNH. And these 33 indicators provide both inner and the outer view of well-being, as well as material and the immaterial aspects of our life. Our life, as you all know, is very impoverished if you only take material accounts. Now, this is the measurement part and the concept part. And the last one is, of course, policy and legislative part. This had to adjust to the measurement and concept. On the definition one, it need not be dictatorial or imposed from anybody. If you ask anybody, it is quite obvious that this is the deepest aspiration of all conscious beings, whether it is mammals or human beings or primates. They all desire in a reflexive way for some sort of equilibrium of mind and body. So, and if you ask further down, you will find that everybody wants to grow up as children happily. Everybody wants to be happy worker in their middle age, and everybody wants to grow old happily and also be able to face their mortality with courage, peace, and dignity. So it is quite obvious. Only surprising it is that we have been diverted for so long towards so many other overarching things that war, weaponry buildup, technological development, that the idea of happiness as the goal of life and goal of society and the goal of government has been depressed for a long time. Now, finally, in policy, in measurement, in concept, the idea of sufficiency has been inbuilt. How do we do that? In every indicator, for every variable, we define a level which we call threshold, which is the sufficiency level. And beyond that threshold, even if somebody possesses, it doesn't count in the indicator, because we know that beyond that is subject to diminishing return. Beyond that is excessive. Beyond that, there is in fact a toxic level for yourself. So this doesn't count. And in this way, sufficiency is not only a concept, it is operationalized in measurement itself. But how it works in policy, it is a slightly different matter. I don't think we have time for this. So I thank you for giving me opportunity. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Kamaura. Nous remercions également les 2 autres intervenants et intervenantes. Tout de suite, on va passer aux questions brûlantes du public qui a été, je vous remercie, très assidu et surtout très curieux. Pour cela, je vais passer la parole à Thibaut Dodijos qui va lire les questions à nos intervenants. Il y en a d'autres qui arriveront certainement. Et ensuite, les intervenants, je vous prie de vous manifester, y compris Monsieur Oura. N'hésitez pas ou bien à nous écrire ou bien à nous faire signe si vous voulez répondre. L'aide à la famille et... Bonsoir à tous. Donc, on a reçu 26 questions et j'avais la charge de vous proposer une petite synthèse de ces questions et remarques en direct.
Ce qui est pas mal, c'est que c'était assez convergent. Et je vous propose déjà pour démarrer d'aller vers les propositions. Donc parfois c'était sur le rouge, parfois sur le vert, mais j'ai vu les propositions parce que ça donne quand même une sorte d'horizon à nos discussions. Et je vois que vous souffrez tous de la chaleur, donc on va mettre un peu de positivité dans nos discours. Et donc j'ai classé, et Vincent, tu classeras les nouvelles qui arrivent par rapport à ce qu'on va. En fait, j'ai classé les propositions en 3 grandes catégories. Okay, et ce que je vous propose, c'est que je propose à nos intervenants, à nos 5 intervenants autour de la table, de réagir après chacune de ces propositions. Mais pas tous. Ceux qui veulent peuvent réagir à ces propositions. Donc la première proposition, elle porte autour du vocabulaire. Donc quelqu'un disait transition, le capitalisme a une telle capacité à recycler les critiques que déjà transition s'est dépassé. Aujourd'hui, la plupart des plus grands pollueurs parlent de transition, et donc le nouveau vocabulaire, ça serait peut-être rupture, redirection. Donc ce vocabulaire, il faut toujours, la critique soit à la pointe du vocabulaire pour pas être dépassé. Et dans le vocabulaire positif, pourquoi ne pas parler de sobriété savoureuse, de sobriété heureuse à la Pierre Rabhi? Pourquoi on n'a pas du tout parlé de Pierre Rabhi ce soir? Et quelqu'un a même évoqué le fait de dire, ok, on parle de sobriété choisie, sobriété subie, et pourquoi pas sobriété imposée? Et là, vous voyez bien derrière, et ça va après me faire basculer sur les deuxièmes types de propositions dont je viendrai après, mais ça veut dire sobriété imposée à ceux qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire aux plus riches, à ceux qui détiennent le plus de capital, et donc pour pouvoir justement ne pas imposer une sobriété subie à d'autres. Donc ceux qui, parmi les 5 intervenants autour de la table, autour de ce vocabulaire, du vocabulaire qui nous permettrait d'avancer, du vocabulaire qui serait déjà dépassé. Monsieur Foulicou, vous avez aussi proposé un nouveau vocabulaire. Hein, donc, est-ce que vous voulez réagir? Qui veut réagir sur cette question de vocabulaire? Si vous permettez. Ça marche, quoi. Oui. Oui. Bon, je pense que la question du vocabulaire, elle est nécessaire. Il y a même une citation de Pierre Rabhi que j'ai pas, il y a très peu de temps. Il y a Pierre Rabhi qui dit: quand j'avais 20 ans, la modernité m'est apparue comme une immense imposture. Donc, dans la question de vocabulaire, je ne crois pas que c'est le thème sobriété qui pose tant de problèmes. Mais sobriété, le mot est chargé de certaines représentations. Le mot a émergé dans un contexte de la modernité dominé par un paradigme. Et donc, si on ne va pas changer de paradigme, le terme ne cadrera pas. Donc, à mon sens, c'est la déconstruction d'une représentation pour redonner au mot toute sa place, d'où j'ai parlé de pour une sobriété heureuse, il faut changer le rapport de l'homme à lui, à l'autre et au monde, est ce que j'appelle la cohérence. Voilà. Merci. Merci. Enfin, j'ai une réaction parce que je me dis, c'est vrai qu'on parle beaucoup vocabulaire. Alors, on sait que les mots sont importants. Hein, je reprends ce terme d'un site internet que j'aime beaucoup. Mais je pense que c'est important aussi d'en revenir à une certaine matérialité. Et notamment, enfin, une des questions que ça me soulevait pendant les interventions, c'était de me dire, mais j'aimerais bien qu'on arrive à être sur de la cohérence, par exemple, à l'échelle internationale. Mais aujourd'hui, on voit bien que les rapports, effectivement, de domination internationaux sont structurés par ce qui va être la puissance matérielle des États. Alors d'abord les États-Unis, maintenant la Chine qui monte, que ça structure des rapports de force économiques et militaires. Et du coup, comment, justement, on arrive à jouer là-dessus? Alors il y a sans doute des enjeux de représentation, mais pas que, parce que ça pose la question véritablement de comment on peut répondre. Hier, on parlait des vaccins, du fait qu'il n'y avait pas les moyens, par exemple, pour faire face au Covid en fonction du pays dans lequel on était. Derrière, on voit bien ces jeux de puissance. Il y a des jeux sur lesquels on pèse sur les types de régulation aussi qu'il y a à l'échelle internationale, le type de rapport entre pays, de transfert technologique, etc. Par exemple, les pays européens et les États-Unis
extrêmement peu de transfert technologique. Et l'autre question que ça me pose, c'est en gros, il y a régulation et régulation, parce qu'effectivement, on voit bien que pour avoir du marché, il faut de la régulation, et que la taxation est une forme de régulation, par exemple, mais qui impacte très injustement, et c'est pour ça qu'on a eu le mouvement des Gilets jaunes en France, qui impacte les plus pauvres. Et on voit bien les dangers, par exemple, de marchés tels que l'eau en Australie, etc. Donc ces deux champs d'interrogation sont trop importants pour qu'on les traite, et on va laisser les autres questions, mais en tout cas qui me brûlaient un peu les lèvres au fil des discussions. Je vous propose du coup de basculer sur la deuxième grande catégorie de propositions qui a été faite. Et alors là, c'était massif, c'est-à-dire, et c'est intéressant, vous allez voir, parce que ça porte sur l'aspect collectif. Vous voyez, tout à l'heure, on a opposé les efforts individuels face à ce qu'il faudrait faire collectivement pour progresser vers la sobriété. Et là, il y a eu plein de propositions collectives pour aller vers plus de sobriété. La première, c'est autour, évidemment, il y a eu plein de propositions autour de la taxation. Donc taxation carbone, mais aussi beaucoup plus large, redistribution. Il y a une question sur comment s'assurer d'avoir des processus démocratiques pour fixer un prix juste du carbone. Donc il y a beaucoup de choses sur la taxation pour justement, quelqu'un a dit, il faudrait avoir d'un côté le reste à vivre, le pouvoir de vivre, donc les plus pauvres qui, eux, subissent la sobriété et eux, on devrait plutôt redistribuer finalement du revenu pour augmenter leur pouvoir de vivre, et à côté vraiment taxer ceux qui peuvent payer pour la transition, même si j'ai compris que ce vocabulaire était aujourd'hui peut-être un petit peu moisi. Et sur la question aussi, il y a eu une proposition autour de la taxation sur, finalement, on a parlé de dette, mais finalement, quelqu'un a inversé la logique en disant, finalement, c'est les pays développés qui ont une dette par rapport aux pays émergents, par rapport au siècle passé, et finalement, s'il y avait des nouveaux schémas de taxation, ils devraient être pour rembourser la dette qu'on doit aux pays émergents pour justement, eux, pouvoir développer leur pouvoir de vivre, etc. Donc, premier grand chapitre autour du collectif, c'était sur la taxation. Le deuxième, c'était sur les médias. Quelqu'un a fait le lien très fort entre aujourd'hui, dans nos sociétés, quelqu'un d'ailleurs m'a dit, mais est-ce que vous y croyez, vous aussi, à la sobriété? Regardez autour de nous, tous ces dispositifs matériels qui nous entourent. Et donc, quelqu'un a fait le lien entre, oui, mais on est entouré de dispositifs matériels parce que c'est poussé par les médias qui nous poussent à la consommation. Donc, une des propositions, c'était d'avoir des lois qui contraignent plus les médias sur quel type de publicité ils peuvent faire. Troisièmement, autour du collectif, c'était l'investissement dans des infrastructures de sobriété. Quelqu'un a parlé du ferroutage, le fait de plus en plus de mettre les camions sur les trains, etc. Donc, tous ces investissements d'infrastructures dont on a besoin. Donc là, c'est mon quatrième, on va dire, proposition autour du collectif. Et puis, pardon, mon troisième. Et mon quatrième, c'était autour, quelqu'un a proposé un service agricole. Pourquoi donc vous savez, on en parle aujourd'hui du service civique, et pourquoi ne pas créer massivement un service agricole qui permettrait, vous savez que la permaculture est beaucoup plus intensive en main d'œuvre que la culture intensive, et donc qui permettrait non seulement de répondre aux enjeux de transition du modèle agricole, mais qui aussi permettrait aux jeunes de rétablir une connexion à la nature, etc., au vivant, dont on a parlé longuement avant. Donc voilà, là, toutes ces propositions, elles étaient autour toutes ces propositions étaient autour des infrastructures. Je vais les reprendre une à une, mais juste pour résumer, parce qu'apparemment j'ai parlé très vite pour la traduction. Donc, elles portaient toutes sur le collectif. Il y en a une qui portait sur le service agricole, une qui portait vraiment, enfin une c'est beaucoup, qui portait sur les questions de la taxation, une qui portait sur le contrôle des médias, et enfin le dernier qui portait sur le développement des infrastructures. Est-ce que parmi nos intervenants, vous voulez réagir par rapport à ça? Oui. Oui, moi je vais réagir du coup sur les médias. Et, déjà pour la régulation des publicités, en fait, ça a été demandé par la Convention citoyenne pour le climat, si mes souvenirs sont bons, et qu'elle voulait instaurer un budget carbone en fait sur chaque produit qui était affiché sur les publicités pour vraiment montrer en fait l'impact de ce produit. Et en fait, dans les médias, c'est vrai qu'il y a...
pour eux, enfin pour des médias dominants, la sobriété, c'est un peu les Amish. C'est ce qui a été dit il y a quelques années. Donc il y a vraiment un jeu de vocabulaire qui est à faire pour aussi déconstruire cet imaginaire autour de la sobriété frugale, un retour un peu à l'âge de pierre, comme certains médias pourraient le traiter, et comme certaines personnes peuvent le penser également. Donc c'est vraiment important de déconstruire cet imaginaire-là pour vraiment proposer et montrer un nouvel imaginaire. Et je pense que ça passe vraiment par la sensibilisation, que ce soit dans les écoles, au sein des administrations publiques, au sein des entreprises également, pour un peu contrebalancer l'idée que la sobriété, c'est vivre moins bien, c'est être contraint, et en fait, c'est punitif. Et je pense que le rôle de l'État, c'est vraiment d'instaurer une limitation de la publicité, ce qui malheureusement n'est pas le cas sur plein de monuments historiques. On peut voir du coup avec ce partenariat public-privé pas mal de publicités sur des gros monuments qui sont en rénovation. Et il faut aller à l'encontre en fait du système consumériste que la publicité fait passer par une réduction. Et je pense que ça se passe beaucoup par la sensibilisation et la formation des jeunes. Voilà, j'ai dit sur les médias. Merci Marine. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir sur ces questions d'infrastructure et de collectif? Je veux réagir sur 2 points. À propos des médias, depuis hier, je me demandais, mais sur un thème comme ça qui est d'actualité. J'ai beaucoup aimé la discussion la journée d'hier. Quel est l'écho de ce que nous faisons ici, mais par exemple à Grenoble? Est-ce que les médias à Grenoble en parlent? Mais quel est même l'écho de ce que nous faisons avec des thématiques si intéressantes, même sur les médias publics en France? Mais or, si ces médias, si les médias sont comme ce que j'appelle les amphis du monde moderne, les médias doivent quand même relater ce qui se fait ici. Or, c'est un peu comme si nous travaillions en vase clos. Or, les mêmes médias, il y a quelques jours, ils nous ont montré l'image du G7, du problème qu'il y a entre Macron et Boris. Voilà, donc là, je suis d'accord avec les médias. Deuxième point sur lequel je veux réagir, je suis d'accord avec celui qui a renversé la question des dettes pour rembourser la dette. Oui, mais ça serait aussi une façon simpliste. J'étais frappé hier quand M. Albert Toulon, quand il a raconté autant de morts dans son pays. La vraie dette n'est pas d'abord la dette économique. Il y a aussi une dette de reconnaissance de l'humain ailleurs. Mais tant qu'on n'a pas reconnu cette dette, tout devient un acte de condescendance. Et c'est dans ça aussi qu'on doit placer même les rapports entre l'OMC, même la crise sanitaire, a montré le type de vaccin. Un type de vaccin pour certains et un autre diminué pour les autres. Et donc là, il y a la dette ne peut pas être une question réduite dans sa dimension ni économique, ni financière. Elle est ça, mais elle n'est pas que ça. Sinon, nous tomberons très tôt dans le paradigme de certains qui sont puissants, qui produisent et qui envoient ailleurs pour que d'autres mangent. L'idée de puissance va toujours continuer avec le paradigme de la domination. Et les pauvres qui sont là-bas, soit ils vont recevoir, mais ils vont développer une ruse envers vous qui ne permet pas de vraies relations. Si nous voulons de vraies relations, il faut changer un paradigme qui n'est pas d'abord économique. C'est dans ce sens que j'ai aimé l'intervention du philosophe Patrick Viveret hier, qui nous a renvoyé dans économie le mot maison. Or, dans un monde où l'économie semble dominer, il nous faut retrouver le sens étymologique de économie aikos qui renvoie à la maison et qui crée d'abord une vision politique qui permet de trouver la meilleure économie par des politiques justes. Merci.
Merci, Monsieur Folicou. On peut vous applaudir. Juste, ce que je vous propose, je vais donner la parole à Madame Drouet et à Monsieur Dacho Karmaoura, mais juste avant, juste avant, je vais vous donner la troisième piste qu'on a eue, et après je vous ferai réagir Monsieur Karmaoura et puis Madame Drouet sur l'ensemble des propositions. Comme ça, on aura entendu à nouveau nos 5 panélistes, et puis j'ai vu qu'il y avait une intervention dans le public. Et d'ailleurs, juste, j'ai oublié de dire, dans toutes ces propositions qui étaient autour des infrastructures et du collectif, il y avait aussi une proposition qui était de dire, finalement, si vraiment les États prenaient ça au sérieux, on pourrait faire finalement de la décroissance ou de la sobriété programmée. Donc c'est toujours pareil, cette différence entre l'effort individuel et ce qui est programmatique, qui pourrait venir d'une solution collective. Donc juste, dans la troisième grand type de proposition qu'on a eue, c'était quelque chose de plus radical. C'est-à-dire, donc la première, c'était, vous rappelez, des histoires de vocabulaire, il faut changer les imaginaires, il faut changer finalement quels sont les avenirs désirables. Une des dernières questions qui m'est arrivée aussi, changer ce qu'on valorise dans nos sociétés. Peut-être qu'on pourrait valoriser aujourd'hui l'inaptitude à endommager l'environnement, alors qu'aujourd'hui on valorise la capacité prédatrice sur l'environnement. Donc tout ça, c'était mes premières remarques. Les deuxièmes, c'était sur des propositions sur le collectif et les infrastructures. Et le troisième, qui est beaucoup plus radical, c'était sur la désobéissance civile. C'est-à-dire finalement, face à ces règles aujourd'hui qui évoluent très lentement, face à ce collectif qui ne se met pas en place, quelle place pour la désobéissance? Et dans la question qui était amenée autour de ça, c'était comment rendre la désobéissance légitime finalement. Donc vous voyez bien, tout ce qui n'est pas cadré par les institutions, qui échappe aux institutions, quelle place nous donner dans nos sociétés aujourd'hui? Et vous voyez bien que dans la sobriété subie, en toile de fond derrière nos discussions, il y avait dont on n'a pas parlé, toute la question des gilets jaunes qui était aussi apparue sur un des petits papiers. Donc sur ces trois, sur la dernière, mais aussi sur les autres, je vous propose d'entendre peut-être Florence Drouet, et puis après, en conclusion, Monsieur Karmaoura. Oui. Moi, je voulais réagir. Un des critères du bonheur national brut, c'est le temps. Et c'est qu'une journée n'a que 24 heures. Et ça, c'est un truc qu'on expérimente beaucoup au campus de la transition. C'est qu'en fait, quand on vit en collectif, quand on essaye de faire des processus démocratiques, en fait, ça prend vraiment du temps. Et que ce temps-là, il faut le prendre quelque part. Et donc, il y a peut-être aussi dans cette notion de transition et cette notion de sobriété une question de notre rapport au temps et de savoir où est-ce qu'on va prendre ce temps-là pour décider collectivement de ce qu'est la sobriété pour nous, de quels sont les seuils qu'on veut respecter. Et ça, c'est peut-être une question aussi à justement remettre de la convivialité, remettre des temps partagés. Et ces temps-là sont très précieux pour refaire société ensemble et décider justement de qu'est-ce qui nous paraît souhaitable ou pas. Très important, la question du temps dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui. Merci, super remarque. Monsieur Dacho Karmaoura, si vous voulez donner les derniers commentaires. Can you hear me? Yes, perfectly. Thank you very much. I would like to say quickly one or two things. As I understand, the question of sufficiency is not about optimization or maximization or minimization. It is it's a slightly different concept. It is a question of degree. We often, as you know, talk about sufficiency and necessity in the same breath. Necessity is all or yes or no thing, but sufficiency is a question of degree. And overall, of course, we all agree that not a sufficient amount is being done, or we have not yet reached a sort of notion of sufficiency that would not damage the climate, the nature, the community, and so forth, because we are focused elsewhere, that is maximization of economic growth. On the media one, I would like to say that I'm not very familiar with the French landscape, but
something like Guardian, where there is always a dedicated section on climate change, would really produce a different atmosphere in the world. You know, we would become far more enlightened about climate issues. On taxation, somebody mentioned about taxation being adverse to the poor people. I'm sure that if we impose carbon taxes, it will only fall on middle class or top class. The lower income group are not the users of carbon, or their life is not so much dependent on this kind of intensive use of carbon. I would like to end on this question of debt. I would like to say that in general, we are embroiled, or the mankind is embroiled in three kinds of debt. One is, and they may be related, the protected negotiation, negotiation which are not reaching consensus, or negotiations which are not leading to sincere implementation, are implicated in these three types of debts. One is the historic debt. Historic debt is that many industrialized nations had already plugged into the atmosphere so much carbon, and thereby they have gained an upper hand in terms of technological and industrial development. And you are now asking the same kind of burden to be shared by also low-income countries. So the historic debt issue is arising as a discrepant issue. Second one, we already alluded quite a lot, is the ecological debt. That is a debt that we owe to the future generation because we are using and depleting the ecology. And the third one is also a debt we owe to the future generations because we are borrowing too much from them. That is the financial debt. That nations now run huge debts that can only be paid by the future generation in terms of lower income. And this ecological debt, because there is a lot of investment in technological and capital goods, not environmental goods, investment is coming from this kind of financial debt to the future generation, and these two might be related. So I thank you very much for this opportunity to say something. Merci beaucoup. Nous avons 1 minute pour redonner vraiment 1 minute la parole à une des intervenantes. Marine, s'il vous plaît, une minute. Ouais. Pour finir sur la dernière question sur la place à la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est un moyen d'action, en fait, par exemple, si je prends l'exemple de l'AG de Total qui a été bloqué le 25 mai dernier, c'était par ce moyen d'action de bloquer une AG, de montrer les actions de Total aussi bien en Ouganda, aussi bien en Ukraine, mais également avec ces autres projets qui vont libérer énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc la désobéissance civile, c'est une manière de montrer que le collectif, qu'un mouvement se saisit d'un problème qu'il juge immoral, et donc de rendre son action totalement légitime pour remettre en cause en fait l'action, par exemple donc de Total, dans l'exemple de Total, ou de l'action du gouvernement, puisque moi je suis activiste chez Alternatiba Paris, et le mouvement Alternatiba Paris ANV COP21 avait mis en place toute une séquence d'actions avec les décrocheurs de portraits de Macron qui demandaient en fait l'action immédiate du gouvernement français sur le climat, pour respecter en fait ces engagements climatiques pris lors de l'accord de Paris. Et donc la désobéissance civile, en fait, c'est un moyen d'action pour augmenter le rapport de force et pour mettre en lumière dans les médias ces enjeux-là. Merci Marine. On peut l'applaudir. Non, désolé, là vraiment, parce que je vais vous dire en fait ce qui se passe, c'est que le bâtiment ferme à 8h, et donc on a vraiment, sinon on pourrait rester jusqu'à 23h, et donc du coup, en 30 secondes, ce qui me reste à dire, c'est que là, c'était toutes les propositions. Dans les questions qui ont été posées, je vais juste le dire parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont posé, et donc il y a plusieurs personnes qui ont pointé l'enjeu de l'eau en disant que l'enjeu de l'eau, on n'en parlait pas assez dans ces discussions autour de la sobriété, on parlait souvent du pétrole, etc., mais que l'eau, c'est certainement un enjeu assez aveugle de nos discussions. Voilà, je voulais pour que tout le monde s'y retrouve. Il me reste à vous dire que je voulais remercier tous les participants, vous bien sûr, mais aussi tous nos partenaires, les traductrices qui ont dû subir
nos flots de paroles très très brefs. J'ai un participant qui veut prendre la parole pour 12 secondes. Je vais donner le micro pour 12 secondes. Je vais remercier aussi Clé de 12 qui nous a fait toutes les caricatures et donc notamment la mienne. Je vous laisse la parole pour 12 secondes et après une annonce en 12 secondes et après on aura un tout petit moment de théâtre. Me disculpan, voy a hablar en español, simplemente para comunicarles que la lucha se hace con la movilización popular. Hace pocos minutos terminó el paro en el Ecuador. El gobierno tuvo que ceder a las presiones del pueblo y del movimiento indígena. Hubo muchos muertos, heridos y desaparecidos. La lucha por la frugalidad, la lucha por la democracia y la lucha por la justicia social y la justicia ecológica se hace sin pedir permiso al poder. Es contra el poder para construir otro poder. Muchas gracias.